I guess there's a plan for all of us. I had to die. Twice. Just to figure that out. Like the book says, he works his work in mysterious ways. Some people like it. Some people don't. Bonjour et bienvenue au podcast Premier Vision. Bon. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. The boy's pheromone level suggests he wants to mate with the female. We can't protect her if you can be damn well sure we'll avenge it. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. I'm your number one fan. Bonne écoute. Be afraid. Be very afraid. Bienvenue à Los Angeles. Aujourd'hui, nous parlons de Constantine, sorti en 2005 et réalisé par Francis Lawrence, avec Keanu Reeves, Rachel Weisz, Shia LaBeouf et Tilda Swinton. Je suis Mathieu, et prenez-le pour dit, 2 minutes en enfer, c'est aussi long qu'une vie. Alors, bienvenue dans l'univers de DC. Aujourd'hui, on retourne à faire des films. Là. Dans le fond, on est la 3e semaine consécutive où on parle de des films peut-être plus obscurs de l'univers des films adaptés au grand écran. De l'univers de DC Comics. Sur premiervisionnement.com, vous pouvez tout voir la rétrospective, ce qu'on a commencé là, avec le film de Superman 1951, puis on a refait aussi tous les Superman qui ont suivi dans les années 80. Il y a aussi les films de Batman qui ont commencé en 66, puis qu'on a eu les suites dans les années 90, puis que dans les dernières semaines, on a couvert le film de Steel. Peut-être film un petit peu moins connu là, dans tout cet univers-là. Le film de Catwoman qu'on a couvert la semaine passée avec notre X-Men Halle Berry, qui était un film de 2004. Et on est rendu en 2005 où on couvre le film de Constantine. Normalement, dans cet univers-là, la rétrospective, on parle souvent de super-héros. Dans le film d'aujourd'hui, on va parler plus d'un... on ne sera pas vraiment dans le royaume du super-héros. C'est vraiment quelque chose un peu différent, mais ça fait quand même partie de l'univers DC. Fait que on le couvre pareil. Ça fait quand même changement. Là, mais ce film-là, je l'ai vu une fois qu'il est sorti en DVD là, en 2005-2006. En tout cas, quand il est sorti en DVD. Puis je l'ai pas revu depuis ce temps-là. Fait que c'est comme quasiment là, la première fois que je le vois, là, honnêtement, là, une fois que je l'ai réécouté là, pour le podcast d'aujourd'hui. Je me rappelais absolument de rien. Là. C'était vraiment le néant total. Est-ce que je regrette de ne pas l'avoir écouté? Ça, on va en reparler à la conclusion. Mais aujourd'hui, on clôture comme les 3 films là, de Steel, Catwoman et Constantine, qui est comme un peu un creux dans l'univers de DC. Là, peut-être des films plus là, de séries. Je veux pas dire les séries B, mais c'est comme juste un peu moins à l'avant-plan. Alors, pour le film d'aujourd'hui, il y a un temps où on devait avoir Nicolas Cage qui prenne le rôle de Constantine. Le personnage lui-même, c'est un personnage qui est anglais. Puis finalement, on l'a transposé en Amérique. Les raisons exactement pourquoi, c'est pas trop clair. Quelque part, quand on écrit le script, là, on a juste peut-être voulu l'apporter en Amérique, question là, à cause de Keanu Reeves qui est américain. Mais tu sais, c'est juste on l'écrivait, puis on a juste comme mis ça, puis finalement, personne a été contre l'idée. Fait qu'on a laissé ça de même. Mais faut pas oublier qu'on est en 2005. On sort des films assez... pas vraiment là, des films là, d'avant-plan de super-héros. On a des films comme V pour Vendetta. C'est plus des films qui sont basés sur des comics, là, mais qui sont pas nécessairement là, des super-héros en tant que tels. Ça va pas mal changer là, l'année suivante là, avec... une fois que Batman... Le commencement là, va sortir là, plus tard dans l'année là, de Constantine. Mais jusqu'à là, on a des films moins à l'avant-plan, là, qui c'est pas les plus connus. On peut rajouter à la liste là, des films comme Le Punisher ou Sin City.
C'est des films qui ont été comme reconnus à l'époque, mais quand même que c'est pas vraiment des avant-plans là, pour le royaume du super-héros ou des comics. C'est sûr qu'il y avait des films comme Spider-Man 2 à l'époque, mais on est vraiment comme dans un creux. Là. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Là. On essaie juste d'expérimenter, puis juste voir là, des coins qu'on n'est pas allé chercher là, dans les 90 puis les 80 là, quand on avait peut-être une plus haute force de super-héros là, parce qu'on en voyait plus. C'était un petit peu plus d'avant-plan, mais là c'est ça, on essaie de faire quelque chose de différent. C'était un peu cette époque-là. Le film de Constantine, qui devait s'appeler à l'origine Hellblazer, le scénario, j'ai pas vu le film, ça ressemble un peu, supposément, au film de Hellboy, c'est un peu le même principe, puis, je veux dire, en voyant le même nom que le film de Hellboy et Hellblazer, c'est une année de différence entre les deux, fait qu'on a choisi de changer le film de nom, puis on l'a appelé Constantine. Peut-être une fois, on parlera de Hellboy dans une couple d'années. Là, c'est pas dans les plans tout de suite. Mais peut-être qu'un jour, je serai quand même intéressé à voir les films de Hellboy. Mais ça, en tout cas, peut-être qu'il va annoncer un 4e film de Hellboy éventuellement. Puis on fera quelque chose là-dessus si, mettons, ça vous êtes intéressé. Moi, la manière que j'ai vu le film, là, en tout cas, ma perspective, en bout de ligne, c'est, comme j'ai dit, je l'ai vu en DVD une fois qu'il est sorti là, en 2005-2006. Et je ne l'ai pas revu depuis. J'ai quand même un peu essayé de lire des comics juste pour m'embarquer là, dans le visionnage aujourd'hui. C'est sûr que la bande dessinée de Hellblazer est quand même un petit peu grosse, puis que j'ai pas réussi, là, question de temps, là, de réussir à toute la lire. Je pensais m'embarquer dans quelque chose là, de au moins un comic ou deux. Puis au moins après ça, visionner le film. Mais je veux dire, c'était une bande dessinée là, de plus de 200 pages. Là, fait que j'ai réussi peut-être à en lire un quart là, avant là, d'arriver là, à écouter le film. Mais pour un peu essayer de comprendre le ton un peu, puis voir un peu les petites différences, puis tout ça, là, juste pour un peu embarquer. Quand souvent un film, ils vont se prendre avec les premières idées un peu les plus connues, si on veut. Puis après ça, ils vont faire un film à partir de là. Parce que quelque part, j'ai vu un peu aussi. J'ai vu des petites affaires un peu là, semblables. Mais en tout cas, on en reparlera un peu plus tard. Là, mais c'est pas. Le ton va rester un petit peu semblable au comique. On va avoir transposé un personnage de Constantine qui était blond dans le comique, là, mais que là, il a clairement les cheveux foncés à pas mal noirs, là, des cheveux à Keanu Reeves. Mais à part de ça, le look, l'esthétique un peu. Moi, je veux dire, je trouve que c'est similaire. Mais comme je dis, moi, je rentre là-dedans, puis j'ai lu peut-être comme genre une 60aine de pages, peut-être, puis c'est tout. Là. Fait que ça me fait pas un connaisseur du royaume de Constantine, ou de l'univers plutôt. Ça me fait juste comme quelqu'un qui a juste lu quelques pages. Mais je veux dire, je suis là pour plus regarder le film puis voir si, mettons, il est le fun ou pas. Et non pour regarder si, mettons, c'est une fidèle adaptation. Mais c'est sûr, c'est le tout ensemble. Quelque part, là, genre, moi, je donne une cote à la fin. Puis, je veux dire, c'est le tout ensemble. C'est, mettons, le film, il vaut la peine ou pas. En tout cas, c'est toujours ma perspective. Mais à mes yeux, je veux dire, on a quelque chose là, qui est semblable là, en fait d'esthétique. Puis là, quand on va apporter les personnages qui n'ont pas pris grands personnages, mais ils en ont pris quelques-uns, là, des personnages que j'avais pas vus. Par contre, la plupart qui ont été amenés là, de la bande dessinée. Mais bien sûr, il y a Constantine, puis il y a le personnage là, joué par Shia LaBeouf qui ont été apportés du livre. Puis en même temps, c'est ça, j'en profite pour parler aussi là, de Shia LaBeouf qui fait un retour au podcast où ce que j'ai parlé au début du podcast, là, dans les premiers épisodes. Qui était dans mes premières rétrospectives qu'on a parlé là, de toute la série des Transformers. Aujourd'hui, on est dans le pré-Transformers, on est 2 ans avant Transformers, fait que c'est des choses qui vont avoir changé là, en fait d'idée sur Shia LaBeouf, mais en tout cas je vais en parler plus dans le scénario. Mais tout ça, dans le fond, c'est juste pour dire qu'on a pris certains éléments dans l'univers du comique, puis on l'a transposé, mais on a fait comme une histoire originale, en s'inspirant du comique quand même. Là, on a pris des idées, mais puis certains personnages.
mais on est quand même parti là, avec quelque chose là, de totalement là, à part. Alors aujourd'hui, on va avoir pas mal une histoire de rédemption pour le personnage de Constantine, où lui, il a tenté de se suicider étant jeune. Pour suppresser là, ses visions. Puis selon tout, normalement, il devrait aller en enfer par la suite. Puis là, c'est sûr, dans le fond, il veut un peu se racheter en envoyant là, les démons ou empêchant les démons d'embarquer de traverser la Terre ou sur la Terre, quelque chose de même. Là, je sais pas comment exactement dire ça. Même si on va avoir comme un peu un visuel de bande dessinée, l'apparence, l'esthétique, que on pourrait dire des fois qu'on pourrait transposer ça sur une page de comique, on va quand même rester dans un film là, un peu. Il va y avoir beaucoup de visuels, mais on va être comme dans l'horreur, on va être pas mal différent là, de ce qu'on avait eu, mettons, la semaine passée là, avec Catwoman, où on était comme transposé. C'était beaucoup artistique, le film de Catwoman. Ça va être pas mal ça aussi aujourd'hui. Mais on va plus virer là, dans un genre d'autre extrême, dans le côté horreur. Pas que, on va essayer de nous faire des sauts à quelques places. Mais en même temps, on va être sensiblement à la base, on va être plus un genre de drame policier. Puis avec de l'horreur dedans. Mais c'est ça, moi le contraste que ça me fait quand même, c'est juste vraiment comme la différence avec les deux derniers films qu'on a couverts. Comme j'ai dit, là, on est en 2005, on essaie vraiment là, de changer toute la vision de quand on prend un film ou plutôt une bande dessinée, puis qu'on le transpose à l'écran. C'est sûr que la bande dessinée à la base était escalée, là, c'était pas une bande dessinée de super-héros, mais c'est ça, c'est quelque chose qu'on veut apporter à l'écran, puis de montrer quelque chose de différent. Pas juste montrer que c'est tout le temps juste des super-héros qui sont dans une bande dessinée, puis on est capable de faire d'autres choses. Puis là, c'est ça, aujourd'hui, on a un genre de drame policier qui est intermélangé là-dedans là, avec tous des visuels de Dieu et de Satan, puis toute l'Église catholique, puis on intermêle tout ça. C'est vraiment toutes des idées qu'on n'a pas vues là, dans la rétrospective que je fais. Et je trouve ça quand même le fun, de juste changer un petit peu de plateau. Vous voyez quand même avec le podcast que je fais, je m'envoie dans toutes les directions parfois. Là, dans les prochaines semaines, on va revenir là, avec les slashers de Freddy et Jason. Puis j'ai couvert plusieurs autres séries d'horreur. Fait que c'est quand même mon domaine aussi. J'aime beaucoup les films d'horreur. Puis ça fera pas nécessairement exception là, quand je vois le film d'aujourd'hui. Mais on va comme rajouter là, cet aspect là, fantastique un peu, parce que c'est pas de l'horreur, c'est pas juste directement de l'horreur, il y a du fantastique un peu là-dedans, puis c'est tout bien visuel, là. Fait que c'est ça qu'on veut nous présenter comme film, puis c'est toujours une question de garder ça quand même assez visuel, qui reste quand même que ça vient d'un médium visuel, question là, de bande dessinée. On transpose ça à l'écran. Puis, est-ce qu'on peut suivre vraiment là, de la version bande dessinée? Comic book, et le transposer avec des acteurs en réel. Alors, le film ouvre avec. Il y a comme un passage écrit là, qui va parler de la lance qui a tué le Christ. En tout cas, dans le film, on va nous dire qui a tué le Christ, que c'est pas la crucifixion en soi. Là. En tout cas, c'est la lance qui l'a piqué, dans le fond, pour savoir s'il était encore en vie, qui l'aurait tué. Il y a des débats là-dessus. En tout cas, moi, j'embarque pas là-dedans, tout à fait. L'histoire, elle veut que ça soit qu'il soit mort de la lance. Bon, il est mort de la lance, à quelque part. C'est une histoire, c'est sûr que on va avoir beaucoup là, de références à la Bible, puis beaucoup d'imagerie de la Bible, des affaires de même. C'est comme la base un peu de l'histoire. Mais c'est à quelque part, je le prends pour qu'est-ce qu'il est là, dans le film. Là, moi, à quelque part, je suis catholique, là, non pratiquant, puis je veux dire, ça fait bien longtemps que je suis allé à l'église, mais je
en tout cas, peu importe, là, moi je vois ça comme une histoire, peu importe ma croyance ou pas, n'affecte pas du tout là, la vision que j'ai sur le film. Fait que je mets ça tout de suite sur la table en partant. Alors, c'est ça, c'est juste quand même pour montrer quand même que j'ai pas de jugement là, sur comment ils veulent prendre là, les moments là, de peu importe là, qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils veulent interpréter la Bible, tout ça. Fait que je parlerai pas de ça, puis je veux dire, c'est pas je vois tout le temps ce scénario. Fait que je veux juste mettre ça clair. Fait que là, on a deux Mexicains qu'eux autres sont comme en train de chercher là, dans les décombres d'une église, quelque chose de même. Puis il y en a un là-dedans, des deux gars qui est là, Manuel, que son pied va passer au travers là, d'un plancher de bois, puis finalement, il va retrouver là, la lance qui aurait tué le Christ. Puis que ça, il est comme enveloppé là, d'un drapeau nazi, puis finalement, il va comme devenir tout de suite possédé, puis là, tout d'un coup, il va comme partir tout de suite à pied. Directement pour Los Angeles. Là-dedans, il y a une auto qui va rentrer dedans, puis finalement, l'auto va tout écraser. Comme s'il est Superman. On avait vu ça dans Superman 2, si je me rappelle bien, au début, où Clark Kent traversait une rue, puis la voiture, elle l'avait comme tout englobé, parce qu'il avait rentré dedans trop fort, tout ça. C'est un peu le même principe, mais c'est un petit peu plus exagéré encore. C'est comme full vide alentour, puis le gars se fait rentrer dedans totalement. Il n'est pas dans le trafic à rien. Là. Il y a comme une voiture qui arrive de nulle part. Je pensais peut-être qu'on allait avoir un plus grand rôle pour ce personnage-là, mais honnêtement, on la revoit une couple de fois pendant le film. Il est juste vraiment là, dans une ligne droite là, pour se rendre à Los Angeles puis trouver nos personnages. Plus tard, on le voit avec en train de marcher. Puis qu'il y a genre plein de vaches là, qui sont dans un champ, puis qu'ils meurent toutes là, pendant qu'il est en train de passer. Puis il y a peut-être même un bout où il se tanne de marcher, puis qu'il va ramasser une voiture en tuant le conducteur. C'est juste comme pour le garder là, mais en bout de ligne, ça sert absolument à rien. Là, en fait, là, pour le personnage, là, il arrive à la fin, tout ça, mais c'est juste pour nous placer un peu l'idée de la lance, puis du personnage qui s'en vient un peu plus tard dans le film. La lance en tant que telle, c'est un mégaphone, c'est juste un objet qu'on utilise pour faire avancer l'histoire ou qu'il y a un rapport avec l'histoire, mais en bout de ligne, elle ne sert pas à grand-chose. Je veux dire, elle existe, mais il n'y a pas. On dirait qu'on en donne plus d'importance qu'elle n'a vraiment, là, parce qu'au final, on s'en sert pas vraiment là, comme pour la fin. Là, on la voit à la fin, mais il n'y a pas de. En tout cas, moi je trouve pas qu'elle sert à grand chose. On aurait pu vraiment juste avoir l'histoire sans avoir la lance. Mais quand même pour nous partir avec le ton puis le personnage là, qui se fait rentrer dedans avec la voiture, tout ça, ça fait quand même un peu je veux pas dire film d'horreur parce que c'est comme pas de l'horreur, mais nous faire sauter puis que la voiture rentre, tout ça, je veux dire, ça arrive brusquement puis oui, ça fait sauter. C'est un peu comme du genre de l'horreur cheap dans ma manière de voir les choses. C'est juste n'importe quoi dans le fond, puis juste pour essayer de faire sauter, mais finalement il y a rien là. Mais c'est quand même pas si pire là. Il y a d'autres plans plus tard là, que c'est un petit peu plus cheap, mais on y va quand même pas trop dans l'excès là. On n'est pas on essaie pas de nous faire sauter à toutes les 2 minutes. Il y a peut-être 3-4 fois qu'on essaie de faire sauter pendant tout le film. Il y a des fois que ça a comme pas rapport, là, tout à fait. C'est juste pour nous donner une réaction. Puis la première fois, je trouve que ça vient vraiment de nulle part. Puis c'est juste un peu pour nous captiver. Puis nous embarquer dans le film. C'est là qu'on a juste le nom de Constantine là, pour nous dire dans quel film qu'on est. Puis je vais parler vite là, de la musique du film. Ce qui est drôle, c'est que on a le même compositeur que la semaine passée. Aujourd'hui, il est en équipe avec Brian Tyler. Que Tyler, lui j'ai déjà parlé que j'ai fait la rétrospective de Rambo, qui avait fait les 2 derniers Rambo. Mais Klaus Badelt, que j'ai parlé la semaine passée, en tout cas, je sais pas qui compose quelle partie là, de la trame sonore aujourd'hui. C'est une trame sonore que pendant le film, elle fait sa job encore une fois.
Je serais plus intéressé de voir qu'est-ce que l'écouter à part aujourd'hui. Mais c'est comme pas mal en arrière-plan. Il n'y a vraiment rien qui ressort. Il me semble que la semaine passée, ça ressortait un petit peu plus. Ça se mixait avec toute la trame sonore aussi, la trame vocale, si on veut. Puis tout se mélangeait ensemble. Aujourd'hui, c'est vraiment low profile. C'est juste garder une ambiance. Mais c'est ça, je vais probablement l'écouter par la suite. Là, j'ai comme pas eu le temps de masser pour écouter la trame sonore. Mais c'est quand même quelque chose, au moins, elle fait sa job. Mais il n'y a pas de thématique en soi. Là, je veux dire, c'est plus question de garder l'ambiance. Puis moi, je veux dire, je n'ai rien à dire vraiment pour ou contre. Là, je veux dire, les sont deux pour faire une trame sonore assez drabe. Ou que, je veux dire, qui passe pas mal inaperçu. C'est quand même assez étrange quand on regarde ça. Là, pourquoi avoir amené deux personnes pour faire ça aujourd'hui. Peut-être que, justement, au début, on avait une trame sonore qui ressortait trop, puis quelque part, on s'est dit, on veut pas mettre ça à l'avant-plan. Je sais pas exactement. Je suis pas capable de trouver l'information là-dessus. Mais, ça sonne vraiment bizarre parce que je dis qu'il est drabe, mais quelque part, je voudrais l'entendre, mais en tant que tel, des fois, j'aime ça quand même, des trames sonores qui sont un peu plus ambiantes que qui sont trop mélodiques, si on veut. Des fois, là, j'aime bien quand même plus une atmosphère que la mélodie. En tout cas, c'est juste mon choix personnel. Là. Alors, on va avoir notre introduction à Constantine, jouée par Keanu Reeves. Comme j'ai dit tantôt, la chevelure de Keanu Reeves n'est pas pareil comme dans le livre, mais dans le fond, ça me dérange pas tout à fait parce que je suis pas nécessairement un amateur de la bande dessinée. Je l'ai lu grosso modo pour aujourd'hui, mais ça me rend pas un fan. Puis je suis probablement que je vais jamais terminer là, la bande dessinée là, que j'ai commencé à lire. Mais il est introduit en train de fumer, qui va être comme son problème à quelque part, qui va comme peut-être mener à sa mort. On va savoir là, quelques scènes plus tard parce qu'il a pas eu un cancer du poumon, puis en bout de ligne, il est mourant tout le long du film. On va être introduit aussi à Chess Kramer, qui est joué par Shia LaBeouf. Je risque de pas mal dire Shia tout le long du film. Je veux dire, toutes mes notes sont faites sous le nom de Shia. C'est sûr que, on le voit au début, puis il revient quasiment juste à la fin. Il revient genre une minute là, vers le milieu du film. Mais il existe quasiment pas là, tout le long du film. Je sais pas pourquoi qu'on l'a pas amené plus que ce qu'on voit. Ce que j'avais comme un peu laissé sous-entendre tantôt que j'allais en parler aujourd'hui, je dirais qu'il y a un peu le même personnage qu'il y a dans Transformers, mais comme je dis, on est 2 ans avant Transformers. Dans le film d'aujourd'hui, ça va être comme le côté plus comique du film parce que c'est un film qui est quand même assez sérieux. Puis qu'il n'y a pas vraiment de place à l'humour. Il y a des fois où que Constantine va essayer comme de placer une blague, quelque chose de même. Mais c'est rare que ça va toucher. C'est pas son rôle. C'est là que le Shia LaBeouf doit rentrer. Dans le fond, c'est juste pour un peu alléger le ton. Puis tout le long du film, je trouve que ça sera pas un problème au film. Me semble dans Transformers, ça en devient un très gros problème. Mais dans le film d'aujourd'hui, je trouve qu'il est juste bien utilisé. Il est pas trop utilisé. Comme je dis, des fois, je me dis juste il est où le personnage? J'ai-tu mort? J'ai-tu manqué quelque chose? Mais au final, il est juste bien parsemé dans tout le film, même s'il est comme pas là pendant une grosse partie du film. Il revient juste pour la bonne quantité. C'est juste 2-3 scènes qui fait comme un peu l'envie de dire ça serait le fun qu'il soit là plus. Mais en bout de ligne, quand il est là plus, ça donne ce qu'on a dans Transformers, puis qu'il y a une sursaturation. Puis que ça devient trop. Dans le film d'aujourd'hui, il est juste bien utilisé, puis c'est comme le même personnage. Il est comme tout le temps en train de parler, puis tout le temps en train de radoter. Mais c'est juste parfait là, pour le film. Alors, on assiste comme genre à le film de l'Exorciste en genre 2 minutes, la version 2005, où il y a une jeune fille qui est possédée.
puis qu'il y a un démon qui veut traverser là, de l'enfer au monde normal. Puis le Constantine arrive dans le fond pour l'exorciser. Là-dedans, il va apporter un miroir, puis comme le démon va être pogné dans le miroir, puis c'est beaucoup plus visuel que l'exorciste, là, on s'entend. Ça fait genre 30 ans de ça là, à cette époque-là. De l'exorciste, c'était pas la même affaire de toute façon, c'est pas le même ton. Puis je veux pas vraiment comparer ce film-là à l'exorciste parce que c'est vraiment pas la même affaire. Puis je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui peut comparer à l'exorciste. Peut-être un jour on parlera de l'exorciste. Là. Ça fait quand même un bout que je l'ai vu, mais je sais que c'est quand même un film qui est assez solide. On a eu aussi l'introduction là, du prêtre NSI. Que c'est lui qui a amené Constantine là, sur place. On voit un peu là, des alliés de Constantine, un peu pour agrandir l'univers. Ce personnage-là est une combinaison de 3 personnages là, qu'il y avait là, dans l'histoire de Constantine. Puis ces 3 personnages-là, ben, ils meurent aussi un peu dans le même principe là, que lui va mourir un peu plus tard dans le film. Ce que je trouve quand même juste curieux un peu que j'ai comme note. Une fois que on met le miroir au plafond, puis que finalement le démon est aspiré dans le miroir. Constantine fait vraiment la note de pas regarder, puis finalement, il y en a un qui regarde. Puis finalement, genre, ses cheveux tournent blancs, puis est-ce qu'il meurt ou il meurt pas tout à fait? On sait pas exactement qu'est-ce qui se passe avec ce personnage-là. Je me suis dit, check ben, il va revenir vers la fin du film ou quelque chose de même, juste pour nous en repasser une, pour qu'on l'avait comme oublié. Mais ce personnage-là, il disparaît carrément. Je me suis dit peut-être que finalement le démon s'est ramassé dans son corps à lui, quelque chose de même. Mais c'est ça. C'est carrément oublié comme idée. C'est juste pour peut-être juste montrer un peu le danger de l'endroit, de regarder qu'est-ce qui se passe exactement. Mais il est-tu mort ou pas? On n'en refait pas mention du tout. Je comprends que c'est juste quelque chose, c'est un détail. Mais c'est comme ce détail-là ne porte pas fruit du tout. Pas qu'il faut que tout le temps ça porte fruit, ça rajoute quand même à la scène, puis que ça rajoute des choses, c'est juste de la 3 dimensions. Là. Mais c'est juste que je m'attendais à ce que ça porte fruit à quelque part, mais ça donne absolument rien. Par la suite, on va être introduit aussi au personnage d'Angela Dodson, qui est joué par Rachel Weisz. Elle, c'est une policière, puis on dirait qu'il y a quelque chose qui manque là, dans toute cette histoire-là. Elle est comme en train de se confesser, mais elle dit qu'elle a tué quelqu'un là, dans la journée, puis tout ça, mais c'est comme ça arrête là. Je trouve qu'il manque quelque chose un peu là, dans son histoire pour se rendre. C'est juste comme on nous balance tout de suite l'histoire avec sa sœur jumelle qui se suicide. Puis, ça fait comme écraser son histoire personnelle. Mais je trouve juste qu'il manque quelque chose. Des fois, je comprends qu'il faut essayer de rajouter de l'arrière. C'est une histoire de fond pour le personnage, tout ça. Mais je trouve qu'on dirait qu'il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui aurait dû être rabouté avec son histoire, tout ça. Il y a quelque chose qui marche pas dans tout ce qu'elle nous dit comme narratif au début. Là, que je trouve qu'il y a quelque chose qui marche pas dans la totalité. C'est sûr qu'en même temps, on essaie de nous flouer un peu avec sa jumelle qui se réveille dans un hôpital psychiatrique, puis qu'elle va se suicider. Puis finalement, Angela va voir son cadavre un peu plus tard, elle va le trouver. Puis, c'est sûr qu'elle veut savoir ce qui s'est passé avec sa soeur, tout ça, mais c'est juste que on dirait qu'on était parti dans quelque chose, puis tout d'un coup, on est parti dans carrément autre chose. Puis le début ne marche pas. C'est comme je comprends son histoire, mais c'est comme les histoires ne rentrent pas en symbiose ensemble. Puis c'est comme j'ai dit aussi, il essaie comme en même temps de nous mêler ça ensemble pour que on comprenne pas tout à fait sur le coup que c'est pas Angela qui se suicide. Qu'on se dit hey, elle se suicide, mais finalement elle se réveille, elle a-tu rêvé ou pas, tout ça. Puis finalement, pour avoir la révélation qu'elle a une sœur jumelle.
Mais c'est ça. Je pense qu'on a essayé juste de trop nous mêler pour nous donner une genre de surprise, quelque chose de même, là, mais ça marche pas, là, c'est juste ça devient un petit peu mêlant. Puis ça va être beaucoup ça un peu là, dans le film. Des fois, on essaie de comme nous forcer des bouts d'histoire, puis des fois, on prend comme des longs chemins, puis que des fois, là, pour essayer de suivre le côté narratif du film, c'est quand même quelque chose. Elle va se rendre à l'église. Dans le fond, on va la revoir le prêtre où ce qu'elle s'est confessée. Puis le prêtre va lui dire qu'elle ne peut pas avoir un enterrement religieux parce qu'elle s'est suicidée puis qu'elle doit aller en enfer. Puis pendant qu'elle est là aussi, ben il y a Constantine qui arrive là en même temps. Que lui, il s'en va voir l'ange Gabriel. Puis, tu sais, dans le fond, c'est juste en même temps pour nous placer les personnages. Puis, tu sais, c'est comme bizarre parce que ces deux personnages-là se rencontrent. C'est comme supposé être un peu comique, mais on dirait qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent en venir exactement. Ils s'étaient croisés à l'hôpital un peu avant quand Constantine a su qu'il était mourant. Puis, tu sais, il avait comme fermé l'ascenseur d'en face. Tu sais, c'est comme pour essayer d'éloigner, faire un genre de conflit avec les deux personnages pour montrer qu'il n'y a comme pas d'intérêt envers elle ou que dans le fond, il s'en fout un peu pas mal du restant du monde. Mais c'est comme ça n'a pas de. C'est comme mal apporté, quelque chose de même. Dans le fond, ça porte fruit un peu plus tard là, quand Angela elle va voir Constantine là, pour lui demander de l'aide. Une fois qu'elle a vu là, la vidéo de sa sœur, puis qu'elle a dit Constantine, puis là, ben, elle se dit je vais trouver ce Constantine-là, puis finalement, ben, elle se rend compte là, que c'est lui là, qu'elle a croisé là, 2 fois là, dans la même journée, puis que finalement, là, il agit comme un con. Comme dans Constantine, peut-être, là, je le sais pas exactement. Mais c'est comme on dirait qu'on veut nous apporter les deux personnages qui s'entendent pas, ou que plutôt Constantine il veut comme juste être. Il veut pas se faire emmerder par d'autres personnes ou quelque chose de même. Ben ça a comme pas tout à fait rapport, tout à fait. Je veux dire, il agit juste en con pour agir en con. Quand ça aurait pu être juste la scène où elle va le trouver à son appartement. Les autres scènes, OK, peut-être que ça va sauver un peu de temps sur le fait que ils s'en vont là les deux en même temps, mais juste le fait qu'ils sont à la même place les deux en même temps, je sais pas exactement. Là, ça aurait pu être fait un peu différemment. Tu sais que l'ange Gabriel puis le prêtre est là en même temps, puis tout ça ensemble, ça vient juste un petit peu tout intermêler les affaires. Le but là-dedans aussi que Constantine va voir l'ange Gabriel, c'est parce que justement avec la fille du début qui était comme possédée tout ça, ben il est en train d'expliquer que le démon avait comme quasiment réussi à traverser là, de l'enfer puis à se rendre sur terre, fait que il essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe parce que normalement c'est quelque chose qui est pas supposé d'arriver. Il y a même Constantine, après ça il va aller voir une autre personne qui peut-être va le croire. Il va aller voir le personnage là, de Papa Midnight qui est un personnage qui est dans le livre mais c'est ça, on a essayé là, de. Ben, je dis le livre, là, c'est la bande dessinée. Puis lui non plus ne va pas le croire. Là, Constantine aussi, on va avoir une petite scène d'action à 30 minutes du film où il va être attaqué là, par un homme vermine. Il est juste comme plein là, de bébites. Ça me fait penser un peu à l'homme des sables dans Spider-Man 3. En tout cas, peut-être que je suis off un peu parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai écouté Spider-Man 3. Qui va sortir genre 2 ans après ce film-là, mais c'est un peu la technologie qu'on a. C'est pas, j'ai pas vraiment quelque chose à dire contre la technologie dans le film d'aujourd'hui. Il y a des affaires qui jurent un peu. On le voit que c'est fait à l'informatique. Il y a des petites affaires là, qui sont pas parfaites. Mais c'est quand même pas si pire. Je peux pas dire là, que vraiment des fois là, j'ai été dégoûté. C'est plus l'esthétique du film, là, sa manière là, de nous montrer les choses. On voit que il
y a beaucoup là, d'images de synthèse qui est utilisées. Puis, tu sais, ça rajoute quand même un genre de charme ou quelque chose de même à l'écran. J'ai pas rien à dire. C'est pas trop dégoûtant. Là, l'homme vermine, c'est ce que c'est. C'est juste comme toutes des coquerelles qui sont dessus. Puis que ça fait comme un genre d'homme. Là, mais c'est juste à comprendre la logique de la chose. Il se transforme en genre d'être, mais il se fait frapper par une voiture. Je sais pas, la voiture qui le frappe, elle voit-tu vraiment comme un bonhomme? Quelqu'un à deux pattes? C'est quoi exactement qu'il y a vraiment là? Qu'est-ce qui est vu vraiment là, par Constantine? Qu'est-ce qui est vu par le monde réel? Parce que une fois que l'homme vermine se fait frapper, on voit quand même qu'il y a plein de bébites un peu partout. Là. Fait que, en tout cas, c'est qu'est-ce qui est réel, qui est pas réel, tout ça. Puis, on va jouer beaucoup avec ça aussi pendant tout le film. Il y a des choses qu'on voit pas. Puis, on peut comme pas croire vraiment qu'est-ce qu'on voit nous autres. Parce qu'on sait jamais de quel bord qu'on est. On est-tu dans le côté réel ou on est dans la vision de Constantine ou plus tard dans la vision du prêtre. C'est des affaires de même. Là, on sait pas exactement où ce qu'on est. Fait qu'il faut vraiment là, comme faire attention à qu'est-ce qu'on prend pour être réel. Puis peut-être que ça va être un de mes problèmes avec le film, parce que à quelque part, c'est le fun de jouer avec notre tête, mais à quelque part, le côté narratif et de comprendre un peu toute l'histoire, c'est pas une histoire que quand on la garde au final est très compliquée. Mais c'est juste qu'on prend tellement de détours, puis on essaie tellement de juste jouer avec notre tête que ça fait que ça donne un mal de tête d'essayer de tout comprendre puis de mettre tous les morceaux ensemble. Et comme j'ai dit, suite à ça, Constantine va aller voir le personnage de Midnight, puis c'est là que il va dire il y a quelque chose qui se passe, lui il croira pas. On va avoir eu ça sert pas à grand chose, c'est juste peut-être un peu à nous remontrer un peu de Shia LaBeouf un peu qui fait un peu de niaiserie puis à baisser un peu la tension. Puis avoir aussi l'introduction du personnage de Balthazar, que je pensais qu'il allait avoir comme un plus gros rôle, mais dans le fond c'est comme le bras droit là, à Mammon, qu'on va voir un peu plus tard. Fait que Angela, elle va trouver Constantine dans son appartement. Puis c'est ça, comme je dis, on essaie comme de placer un conflit entre eux autres, mais tu sais, je le suis pas tout à fait. Je trouve qu'on aurait pu comme un peu éditer le film là, pour nous placer ça, que ça ait un peu plus d'importance, mais comme je comprends pas là, on est rendu comme à la troisième fois que Constantine là, la retourne de bord. C'est pas que nécessairement elle est attirée par lui ou quelque chose de même si elle, l'actrice Rachel Weisz, a dit j'aurais bien aimé ça de l'embrasser pendant le tournage, mais pendant le film, on voit bien qu'ils s'embrassent jamais là, mais on n'a jamais essayé comme d'essayer de montrer qu'elle pouvait avoir de l'intérêt ou d'une manière elle voulait l'approcher pour d'avoir des informations sur sa fille, si elle connaît, sur sa sœur plutôt, que ça pourrait qui pourrait l'aider. À chaque fois qu'elle s'approche elle s'approche de lui plutôt, il essaie tout le temps de la retourner de bord pour aucune raison. C'est comme à quelque part, lui, il veut exorciser des personnes, des démons, tout ça, puis elle arrive avec quelque chose, puis il la retourne de bord. C'est comme ça n'a pas rapport tout à fait. Pourquoi tu l'écoutes pas exactement? Puis il y a peut-être quelque chose là-dedans, là, surtout que il y a une piste, puis elle tombe sur lui, puis que il y a quelque chose, mais lui, Constantine en plus, qui arrive, qui dit il y a quelque chose qui se passe en ce moment, il devrait comme un peu être ouvert, puis essayer de prendre une piste, là, je dis pas qu'il doit prendre toutes les pistes qu'il y a. Mais quand il y a quelqu'un qui arrive à sa porte, je veux dire, check. C'est ce que je pense à quelque part, mais juste agir en compte même tout le temps, ça marche pas tout à fait. Mais finalement, c'est ça, il se rend compte qu'il agit en con, fait que il va essayer de rattraper Angela dans la rue, puis là, on va avoir encore une attaque de démons, puis c'est là où ce qu'elle va croire un peu là, dans le genre d'univers qu'elle est.
On va voir Constantine utiliser toutes sortes de genres de babel pendant le film. Il y avait eu le personnage de B-Man qu'on avait vu un peu plus tôt. Ça me fait penser un peu la scène qu'on l'a vu, qui il donne comme des affaires. Ça me fait penser un peu dans la série des James Bond que James Bond s'est fait donner toutes sortes de gadgets pendant le film. Par le personnage de Q, puis ça me fait un peu penser à ça. Puis c'est ça, dans le fond, Constantine a des affaires sur lui, puis qu'il utilise. C'est pas nécessairement des gadgets, c'est des choses qui ont été bénies, des affaires de même, là, qu'il peut utiliser contre les démons, là, mais c'est un peu comme le même principe. Fait que. Là, Angela, elle va croire pas mal là, avec qu'il y a des anges et des démons, tout ça, suite à ce qui s'est passé dans la rue. Puis c'est là aussi qu'on avait eu comme un autobus qui passe là, pour rien, juste pour nous faire sursauter, là, pour rien. Genre de choses cheap, carrément. Là, ça a comme pas rapport, c'est juste vraiment là, pour nous réveiller, comme, là, mais ça n'a pas d'incidence du tout. C'est comme le chat qui sort du garde-robe là, dans un film d'horreur, tout ça. Là, c'est genre, ça me répugne un peu. Alors, c'est là qu'on va avoir l'introduction comme de la manière de rentrer en contact là, avec genre l'enfer là, pour pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe là. Constantine va se ramasser à l'appartement de Angela, puis il va s'asseoir avec son chat, puis il va la regarder dans les yeux, puis il va avoir les pieds dans l'eau. Je me dis juste pour l'acteur, à quelque part, tu te mets tes pieds dans l'eau avec tes souliers, ça doit pas être le fun à filmer. Mais en tout cas, je pense que Halle Berry, la semaine passée, elle a fait des choses bien pires pour son rôle, mais c'est toutes des choses qui passent dans la tête pareil quand tu vois ça aller. Alors Constantine va avoir juste une vision de l'enfer un peu, il va voir qu'est-ce qui se passe là, puis il va avoir des démons, puis il va trouver Isabelle, là, la sœur jumelle d'Angela, puis qu'elle est comme en train de revivre sans cesse son suicide, puis qu'elle a son bracelet qu'elle laisse qu'elle se détache avant de se tuer, puis que Constantine va rattraper, puis il va revenir comme dans le monde des vivants, puis il va dire regarde, j'étais vraiment ailleurs, puis voilà la preuve dans le fond. Fait qu'elle va croire à toute l'histoire à partir de là, si c'était pas assez clair avec les démons, ben là elle va croire pas mal à tout ce qui se passe là, qu'on voit pas. Fait que eux autres vont aller manger ensemble, puis là on va savoir un peu là comment que l'histoire à Constantine là, comment que il s'est ramassé comme ça, que quand il était jeune, ben il avait quand même des visions, puis que finalement il a tenté de se suicider, puis il a été réanimé 2 minutes plus tard, puis que malgré ça, ben il a été supposé d'aller en enfer, puis quand il va mourir, ben il va être envoyé en enfer, puis qu'il amène à l'idée que il essaie de contrer ça là, dans toute sa vie là, à quelque part, s'il veut juste comme réussir à se racheter, puis pas aller en enfer une fois qu'il va mourir. Fait que il y a Constantine qui va faire de la pression sur Angela pour lui dire regarde, tu dois savoir quelque chose parce que c'est ta sœur jumelle, puis normalement ben, les jumeaux souvent ils ont des liens que ils savent comment ils pensent, tout ça. Ils se ramassent à la chambre de Isabelle, puis ils cherchent un peu partout, puis c'est ça. Fait que finalement ils ont il trouve un message dans la fenêtre là, qui était écrit là, avec la buée et tout ça. En tout cas, il réussit à la trouver. Là, puis, ça se ramasse avec un passage là, dans la Bible là, des Corinthiens. Puis que ça montre que, une fois qu'on l'a traduit, là, que le fils du diable va avoir peut-être besoin là, de l'aide de Dieu pour se réincarner sur Terre. Fait que, en tout cas, c'est avec le personnage de B-Man qu'on sait ça par la suite aussi, que lui, il va avoir été approché par Balthazar qu'on a vu un peu plus tôt, qu'il va tuer il va tuer B-Man. C'est assez dégueulasse pareil parce qu'on voit B-Man puis qu'il y a genre une mouche qui sort par l'œil. C'est dégoûtant quand même, mais c'est juste qu'on joue avec le visuel un peu. Puis il y a le prêtre qu'on avait vu un peu plus tôt qui avait amené à ça dans le fond avec la marque là, qu'on sait que
le personnage d'Isabelle là, avait été comme possédé, là, en tout cas, elle avait une marque sur elle, que le prêtre Hennessy qu'on avait vu au début, une fois qu'il le découvre, ben, il y a Balthazar que lui va aussi faire comme des hallucinations au prêtre, puis que finalement ben, il va se suicider. Tu sais, c'est comme un peu elle est cool quand même la scène où il essaie il rentre là, dans une genre de sac pour prendre de l'alcool ou pour boire, puis finalement ben, à chaque fois qu'il essaie de boire une bouteille, il n'y a rien qui coule, puis quand il remet la bouteille, ben, ça coule. C'est quand même juste intéressant là, la manière que c'est monté. J'imagine que ça a été fait en informatique, mais ça paraît très bien. Mais encore une fois, on dirait qu'il manque comme un lien quelque part. T'sais, il part comme de la morgue, puis tout d'un coup, il s'en va directement là, s'acheter de l'alcool. C'est comme. Il manque quelque chose comme lien quelque part. Je sais pourquoi il se ramasse là. Mais c'est ça un peu le but là, des half-breeds là, que Constantine, il s'appelle de même. Là, c'est comme le personnage de Gabriel qu'on a vu plus tôt. Puis Balthazar, c'est comme son. C'est pas des démons en soi, mais ils font comme travailler pour un côté ou pour l'autre. Ils sont pas neutres comme Midnight. Eux autres, ils veulent comme un peu influencer un bord ou de l'autre. Puis par le fait même, ben, ils sont comme donnés certains pouvoirs aussi parce qu'ils sont backés par soit Dieu ou par Satan. Fait que pour tout embarquer là-dedans, exactement pourquoi que Angela va décider là, de essayer de commettre un suicide, ben, c'est comme un suicide assisté, quelque chose de même. Ça va l'aider à la ressortir comme ses visions internes, que dans le fond, sa sœur, elle l'a gardé une fois qu'elle était jeune. Étant jeune, les deux étaient capables de voir plus que ce qu'on voit dans la réalité, mais Angela, elle a décidé qu'elle a repoussé ces dons-là. Alors, Isabelle avait toujours gardé ce don-là, puis ce qui l'a amené pas mal à sa perte, dans le fond, à son suicide. Mais pour pouvoir avoir ces dons-là, ben il faut qu'Angela elle se suicide elle aussi. Constantine va l'aider à se noyer dans le bain, puis finalement, ben elle va quand même. Ça va être juste sur le bord là, de la mort quelque part. Ça sera pas une mort totale. Je sais pas quelque part parce que elle est pas morte. C'est pas nécessairement un suicide là. C'est plus juste une mort assistée. Mais ça fait juste à rouvrir ses sens. Puis qu'ils sont capables de trouver là, comme le lien que c'est Balthazar qui a tué B-Man. Puis c'est quelque part, dans le fond, où elle devait être amenée pour qu'elle puisse prendre la place à Isabelle. Que, dans le fond, le personnage là, de Mammon, qui est le fils du diable, doit comme passer par elle pour pouvoir renaître sur Terre. Mais ça, nos personnages le savent pas. Mais tu sais, c'est ça que ça a de l'air rendu là. On voit ça un petit peu formé. Puis je voyais ça tranquillement même là, quand j'écoutais le film. Là, je me suis dit, bon ben. Le personnage n'est pas là pour rien, puis finalement, ben, on va se rendre compte. Là, surtout, il y a un bout qui se parle là, dans un corridor, puis ils sont comme en train de se poser des questions, ils sont quasiment en train de nous dire que finalement, là, les pouvoirs psychiques que Isabelle avait. Ben, dans le fond, c'était un peu comme pour saboter là, l'ouvrage du diable. Puis c'est comme le côté, ben, elle va le remplacer. Puis on nous le dit à nous autres que ils sont en train là, de juste embarquer dans le plan du diable, là, quelque part. Fait, ben, de Mammon, là, le fils du diable plutôt. Ce qui fait que c'est quand même assez cliché rendu là. Ils ont juste fait des choses. Ils se sont comme rendus un peu plus éveillés. Mais en bout de ligne, ben, c'est ça que le Mammon, c'est ce qu'il voulait. Fait qu'une fois qu'ils ont trouvé que c'était Balthazar qui était comme envoyé par le diable ou Mammon plutôt pour tuer les aides à Constantine, ben, ils vont aller trouver Balthazar, puis finalement ben, ils vont se battre ensemble. Ça va nous donner un peu d'action, puis on va voir un peu encore un autre genre d'exorcisme. Il y a Constantine là, qui va essayer de faire croire à Balthazar qui va l'exorciser, puis en tout cas ça fait bien peur à Balthazar, puis finalement ben il va comme dévoiler un peu là, tout le plan de Mammon. Là, il y a Angela qui va se pointer, puis que dans le fond, ben, on va vraiment tout comprendre là, qu'est-ce que le plan du diable, qu'en bout de ligne, là, c'était elle la cible.
Puis quasiment à ce moment-là, ben elle va être enlevée par un démon, puis Constantine là, va essayer de la rattraper, mais ça marchera pas. Fait que si maintenant il veut la retrouver, ben il faut qu'il sache un peu tout comment que tous ces produits là. Puis tu sais, c'est juste comme une raison là, pour nous donner un peu de visuel. Il va aller voir Midnight, puis il n'avait parlé un peu au début du film là, qu'il y a comme une chaise pour pouvoir voir dans le royaume de l'enfer. Mais tu sais, il l'avait vu un peu plus tôt là, tu sais, il est allé en voyant là, en regardant le chat puis en se mettant les pieds dans l'eau. Pourquoi que c'est la chaise, qu'est-ce qu'elle fait de plus? Ou c'est tout juste le fait que c'est Midnight qui l'aide un peu, ou c'est plus raide, tu sais, c'est quasiment là, il fait peut-être plus, il est peut-être sur le point de mourir, quelque chose de même là, je le sais pas là. C'est un peu les deux parce que il se fait comme électrocuter, il se fait comme une chaise électrique là. Je sais pas exactement si c'est juste la chaise ou si maintenant il y aurait d'autres moyens là, de passer là, plus tard. Mais si maintenant ça l'aurait tué, ben quelque part peut-être que Satan serait descendu là au lieu de la fin du film là. Fait que c'est quoi exactement que ça sert la chaise là? C'est un peu ambigu. On essaie juste là, de nous placer des idées visuelles, je pense, mais il y a des affaires là, qui marchent pas là, en fait l'histoire. Alors, Angela, ben, elle a pris la place à Isabelle. Elle se ramasse en même piscine où sa sœur est. Où ce que ça a été tiré là, de l'hôpital puis était tombé dedans, ben je pense que c'est la même place. Puis pendant ce temps-là, ben on a Constantine là, qui a refait équipe là, avec Shia LaBeouf pour aller essayer de la sauver. Il y a une idée quand même assez hot là-dedans, puis je l'aime quand même, où il y a beaucoup de half-breeds qui sont enfermés dans une salle, puis Constantine va rentrer, puis il va dire, ben regarde, je vous donne la chance de sortir, sinon ça va mal aller. Puis pendant ce temps-là, ben il y a Shia LaBeouf qui arrive, où il va comme arriver avec au bassin d'eau de l'édifice, puis il va comme bénir l'eau en mettant une croix dedans. Puis Constantine va faire partir là, les genres d'arrosoirs là, pour le feu. Puis dans le fond, ça va tout tuer tous les genres de démons qui sont sur place. Fait que c'est comme une grosse scène d'action un peu. Là, juste pour rajouter un petit peu là, de visuel. Puis qu'il se passe quelque chose un peu. Puis la manière que je parle, là, c'est pas que je m'emmerde pendant le film. Je veux dire, c'est juste que c'est juste un peu de visuel là, qu'on nous démontre un peu qu'il y a de l'action qui se déroule. Et pendant ce temps-là, ben il y a Angela finalement qui devient comme possédée. Il y a même comme un diable qui rentre à l'intérieur. Puis Constantine arrive. Puis finalement, ben il réussit comme à l'exorciser un peu. Là. Il y a Shia qui l'aide en même temps pour avec une prière latine, tout ça. Puis ça fait comme l'exorciser. Mais comme le diable reste en elle, il est comme il attend. Pendant ce temps-là, ben il y a Shia, pendant qu'on pense que tout est comme un peu correct, là, ben, on sait bien que ça finira pas de même, là, c'est ben trop facile comme fin. Il y a un démon qu'on voit pas qui va venir ramasser Shia, puis qui va le tuer finalement. Jamais que j'aurais pensé avoir un peu une émotion envers Shia LaBeouf qui meurt, mais je trouve que, je veux dire, je sais pas verser une larme à rien, là, c'est pas, je veux pas aller à là, mais c'est juste que c'est un petit peu touchant, pareil, la manière qu'il meurt, c'est beaucoup plus touchant que dans les 3 films de Transformers qu'il a fait. Je veux dire, j'ai arrêté, probablement l'émotion que j'aurais eue dans Transformers, c'est que j'aurais été heureux. Là, je veux dire, c'est comme si je trouve juste ça plate, puis triste d'un côté, mais je veux dire, je n'ai pas pleuré à rien, là, c'est pas ça que je dis. Mais au moins, je trouve que le personnage était le fun, puis là. Il meurt. Puis c'est quand même intéressant pareil, parce qu'on est à la fin du film, puis on tue quand même le personnage à la fin du film. Souvent, des fois, à la fin, on se garde tout le temps des réserves un peu. Quand on veut tuer des personnages, on va garder ça pour le début du film, puis jusqu'à la moitié du film, 2/3, pour que le dernier acte, bien souvent, on sauve nos personnages. C'est rare qu'on tue des personnages principaux là, dans le dernier acte, là, des personnages qui pourraient revenir là, dans les futurs films. Ben là, on l'a fait quand même à la fin. Puis ça rajoute quand même un peu à la finale du film.
On va avoir la révélation que le démon qui a tué Shia, ben, c'est l'ange Gabriel, que dans le fond, elle a une genre de jalousie envers Dieu, que les humains sont comme les favoris de Dieu, puis que, en tout cas, elle l'a un peu sur le cœur, puis oui, il l'a un peu sur le cœur, puis c'est ça dans le fond, fait que il est un peu fâché de ça. Je sais pas exactement comment dire il ou elle, parce que Tilda c'est une fille, mais exactement là, c'est supposé être un gars quelque part, ben c'est un ange dans le fond, c'est non-genré peut-être là, fait que je sais pas comment dire ça. Alors, Constantine, ne sachant pas comment arrêter là, la naissance de Mammon, va se suicider. Il va se couper les veines, puis il va comme mourir tranquillement, mais assez rapidement pour que Satan descende pour réclamer son âme. Mais tout ça va comme se passer en 1 minute. Là, on va voir la montre à Constantine. Puis que le temps il est comme arrêté. Les deux personnages vont se jaser. Puis Satan il attendait depuis bien longtemps à ce moment. Ça a l'air. Il est genre éternel, mais du coup, c'est peu importe. Mais c'est ça. Là, Constantine est comme genre plus intelligent que le diable en personne. Là, je veux dire, il faut pas tout à fait y passer quelque part. Là. Mais il va comme il remet en pleine face que son fils est en train là, de jouer en arrière de lui, puis que finalement il va ramasser sa place. Fait que lui il aime pas bien ça, fait qu'il va se retourner de bord, puis il y a même l'ange Gabriel qui va arriver, puis que finalement Dieu va l'avoir abandonné. Elle ou lui, ou en tout cas l'ange, va se faire ramasser bien raide et se faire enlever ses pouvoirs, là, puis en tout cas. Fait que ça va tout empêcher que la naissance là, de Mammon se produise. Fait que Satan, il est quand même un peu content de tout ça, pareil, parce qu'il dit, il arrive à Constantine, je dis, garde, je vais t'exaucer un vœu. Puis Constantine arrive, il va dire, c'est beau, c'est correct, échange mon âme pour la sœur d'Angela, Isabelle, qu'elle peut aller au paradis. Fait que, lui, Satan, il voit pas ça aller du tout. Fait qu'il dit, il n'y a pas de problème, elle s'en va au paradis, mais moi, je réussis à t'amener en enfer, puis ça fait longtemps que je veux que tu t'en viennes en enfer. Pourquoi il est fâché de ça? Dans le fond, il se fait renvoyer là, des démons en enfer tout le temps. Là, fait qu'il doit pas être fâché de ça non plus, là, mais c'est... Comme je dis, des fois, il faut peut-être pas se poser de questions. Puis en même temps, je suis qui, moi, pour savoir les motivations de Satan, quelque part. Mais l'affaire là-dedans, c'est que Constantine l'a joué wise. Dans le fond, est-ce qu'il a pensé à ça ou il y a vraiment la pensée là-dedans? Si je sais pas exactement là, si il a tout manigancé ça d'un sens, là, quelque part. Ça, on ne saura pas vraiment, mais dans le fond, ça bénéficie quand même les deux bords. Isabelle, elle va au paradis, puis en même temps, le fait que Constantine, c'est comme il a comme donné sa place à Isabelle, en bout de ligne, on peut regarder ça d'un autre côté que même si Constantine a donné sa place, il n'avait pas sa place au paradis. Fait que il s'en allait pas nécessairement au paradis, là, fait que il a comme bargané dans quelque chose qui n'existe pas vraiment. C'est peut-être plus sur sa vie, par contre, là, il est en train de mourir de toute façon. Fait que, il y avait comme rien, là, si on pense bien, à bargainer avec Satan. Mais en tout cas, Satan, il s'est fait avoir là-dedans, puis que Constantine va aller au paradis finalement, mais il est pas content de ça. Fait que Satan va enlever, dans le fond, qu'est-ce qui est en train de tuer Constantine. Il va enlever la tumeur dans les poumons de Constantine, puis en même temps, il va enlever les blessures. Fait que Constantine doit vivre. Puis Satan, il va être assez content quelque part parce que lui, il dit, regarde, tu vas avoir encore une chance de faire des gaffes, puis peut-être te ramasser en enfer. Il y a même Gabriel que va tenter Constantine à dire, regarde, tire-moi donc, t'es fâché contre moi, puis tue-moi donc, ça va régler mon problème, parce que moi, je suis pas de bien de bonne humeur, puis en même temps, moi, je travaille pour le diable maintenant,
par billet. Puis, tu sais, Constantine, ben, tu sais, il va aller en enfer. Fait que peut-être que Gabriel pensait pouvoir regagner ses pouvoirs d'un sens, quelque chose de même. On ne sait pas tout à fait. Mais on nous laisse avec ça. Là, il y a comme un épilogue là-dessus où ce que les Constantine et Angela, on pense peut-être qu'ils vont s'embrasser ou quelque chose de même. Ben, évidemment, ben, ils vont partir chacun de leur bord. Puis je trouve que c'est correct en bout de ligne. Il n'y a comme rien vraiment qui a été développé entre les deux personnages. On nous laisse poser souvent pendant le film que peut-être qu'il va se passer quelque chose, mais il se passe rien. Puis c'est correct comme ça. Je sais pas si on pensait faire un deuxième film par la suite, si mettons on avait des idées. Je n'ai pas trouvé de documentation là-dessus. Je trouve que le film se ferme sur lui-même. Il y a une ouverture si on va avoir un 2, mais s'il n'y en a pas, c'est pas plus grave. On a donné une histoire complète sur l'histoire ou le personnage de Constantine. Il y a quand même une histoire pas générique avec Shia LaBeouf où on a Constantine qui se ramasse à la pierre tombale ou au cimetière où Shia est enterré, puis finalement il est en train de se dire qu'il a bien fait, puis qu'on voit que Shia il va au paradis. Je trouve que c'est quand même une bonne petite manière d'un côté de comme tout clôturer au complet, tout fermé. On n'a pas besoin de deuxième film. Je pense que tout a été fermé, puis comme j'ai dit, il y a quand même ouverture si on veut faire un deuxième film puis qu'on a un grand succès. Mais pour le film lui-même, tout est clôturé. Tout est bien qui finit bien là, si on veut, là, en parenthèse ou en guillemets, là, mais je trouve que on n'a pas vraiment laissé la porte ouverte là, à un Constantine 2. Alors, en conclusion, on a un film qui est visuel, il essaie de nous donner un trip, une expérience, mais en même temps, là, on essaie de nous donner un mal de tête à essayer de comprendre l'histoire, car l'histoire est pas si compliquée que ça, je l'ai dit tantôt, mais je veux dire, on nous donne des détours, on essaie de nous en rajouter, puis honnêtement, là, je trouve ça quand même, je veux pas dire que c'est une corvée, mais je peux pas endosser pleinement le film. C'est pas le pire film qui existe là. Je vais lui donner un jaune. Je penserais pas honnêtement le réécouter de sous peu. Je vais peut-être le réécouter pas mal avant là, ça fait 15 ans que je l'ai écouté. Je vais probablement le réécouter avant 15 ans. Mais c'est pas le film que je vais être pressé à écouter. C'est pas un mauvais film. C'est quand même correct comme divertissement. Mais honnêtement, là, ça donne vraiment là, un mal de tête à quelque part là, d'essayer de tout suivre, de tout comprendre puis de tout placer un dans l'autre. On essaie beaucoup de brouiller les cartes. On essaie de comme un peu construire un univers, mais quelque part on nous envoie peut-être trop de personnages quelque part pour essayer là, que tout se solidifie ensemble. Le réalisateur, c'est un genre de réalisateur qui fait des clips de musique. C'est pas un réalisateur de film. Oui, il y en a qui vont arriver et vont dire ouais, mais c'est lui qui a réalisé là, genre 3 des 4 Hunger Games. Il a fait Je suis légende avec Will Smith. Mais principalement, c'est un réalisateur de vidéoclips. Puis, ça paraît quelque part que il manque un peu de lien. C'est sûr qu'aussi, c'est comme genre son premier film. C'est peut-être pas le premier, là, mais c'est un de ses premiers films de long métrage qu'il fait. Fait que, en fait d'histoire narrative, il prend beaucoup de détours pour rien. Puis ça, c'est pas le réalisateur nécessairement, c'est l'écrivain là, du film. Mais, on essaie de trop en mettre quand, quelque part, quand on regarde le produit fini, on se dit c'est juste ça qu'il voulait faire. Puis c'est comme juste comme tout le contour, le contournage d'histoire, ça fait que je trouve ça un peu difficile là, de pouvoir endosser pleinement le film sans pouvoir arriver et dire c'est un bon film, c'est un bon 2 heures. Non, honnêtement, tu peux te poser des questions. Il a fallu que je réécoute un peu la fin pour essayer de comprendre un peu tout le procédé là, de la fin. Je déteste pas la fin. C'est quand même une bonne fin au film. La conclusion est quand même bien amenée.
Sauf que, tu sais, ça joue sur plusieurs niveaux, mais quelque part, c'est juste comme tellement con, en quelque part, que Satan tombe juste pour une petite affaire. Ben que je trouve ça quasiment niaiseux un peu. C'est pas si intelligent que ça, rendu là. Tu sais, tu te dis, il y a Satan qui est genre éternel, mais qu'il est capable de se faire duper par un gars que ça fait genre 30 ans qui existe, qui est plus intelligent. Tu sais, ça marche pas tout à fait. Là. Tu sais, tu peux pas y penser. Tu sais, ça marche pas. Là. Puis peut-être que c'est une petite affaire là, que moi j'enlèverais du film. Satan n'aurait pas dû être là. C'est peut-être son fils, mais pas Satan lui-même. Là, je trouve ça juste trop. C'est un petit peu trop là, rendu là. Mais pour le restant, je suis quand même capable là, d'embarquer un peu dans l'univers, tout ça. Fait que c'est pour ça que je suis pas capable d'y donner un rouge total, parce que il y a quand même des bonnes choses. Le visuel, j'ai rien à dire contre. Il est quand même le fun à écouter. Sauf que c'est peut-être un petit peu trop long comme film, puis il y a peut-être un peu pas assez de cohérence là, pour se tenir d'un bout à l'autre. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Le prochain podcast qu'on va faire dans cette rétrospective, ça sera pas là, dans les semaines qui vont suivre. Dans les semaines qui vont suivre, ben on va retourner là, dans l'univers là, de King Kong et de Godzilla. On s'est fait forcer un peu la main, moi et Christophe, où on devait étirer un peu là, la rétrospective, mais là, il faut comme un peu se dépêcher puis terminer la rétrospective, parce que le film de Godzilla versus King Kong, ben a été devancé là, de 2 mois. Fait que la semaine prochaine, on devrait parler Kong, Skull Island, et 2-3 semaines plus tard, ben, on va parler tout de suite de Kong, ou plutôt Godzilla King of the Monsters. Pour arriver 2 semaines plus tard et parler là, de Godzilla versus King Kong. Là. Fait que, tu sais, je dis 2 semaines, là, mais c'est quelque chose de même. Fait que une rétrospective là, c'était un épisode par mois, 2 mois, 3 mois, des fois, ben là, tout d'un coup, on doit condenser ça là, assez rapide pour arriver là, avec Godzilla et King Kong à la fin du mois de mars. Quand on va reprendre la rétrospective de DC, ben on va parler là, de Batman Begins, je pense que c'est la même année. On va retomber un peu plus là, dans des films connus ou des films que le plus grand public connaît, si on veut. Mais on va recouvrir encore quelques films aussi là, moins connus, là, comme Jonah X. Mais ça va être comme tout un peu intercoupé là, en se dirigeant vers l'été. Ça va être, il va y avoir encore d'autres épisodes de Freddy et de Jason. Puis en tout cas, on va s'en aller tranquillement là, vers l'été, là, un peu comme qu'on fait là, depuis quelques mois. Puis on va avoir aussi le nouveau film de Mortal Kombat qui va se joindre, là, je pense que c'est au mois de mars aussi. Fait que il y a toutes sortes d'affaires là, qui s'en viennent là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Et tout ça, ben, je l'annonce comme en première en ce moment. Ben, il va y avoir une nouvelle rétrospective que je vais partir là, en parallèle. Que dans le fond, le podcast commence. Normalement, il y a un épisode de quelque chose comme le dimanche qui sort. Ben, pour remplacer Star Trek, ben, je vais faire une nouvelle rétrospective de 28 épisodes qui va se culminer avec la sortie d'un film là, au mois d'octobre. Je vais couvrir toute la série là, des films de James Bond. Ça va commencer à partir là, de quelque chose comme le 1er avril. Puis à chaque semaine, ben, on va couvrir un film de James Bond à partir du film de Casino Royale de 1954. Jusque Mourir peut attendre, qu'il est attendu, qui était encore repoussé là, à la fin de l'année. Ça doit être, je dois être la seule personne à qui ça a fait affaire dans le fond, parce que ça fait longtemps que je veux parler des James Bond, puis là, j'ai comme l'opportunité de vraiment parler de chaque film un à un. Fait que c'est quelque chose qui s'en vient là, au mois d'avril. Puis j'espère que vous allez être là pour suivre là, le podcast là, chaque semaine. Fait que ça n'empêche pas la sortie là, de l'univers de DC, de tous les films que je fais avec dans cette rétrospective-là, puis de Freddy contre Jason. Puis en plus là, de continuer l'univers de DC, tout ça. Fait que ça va juste être quelque chose de plus, mais ça va être à chaque semaine. On va s'en aller directement là, au nouveau film. Ça va être un épisode par semaine pendant 28 semaines. Mais d'ici le prochain épisode, quiconque écoute le podcast a le pouvoir absolu.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.